Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible qui a fait couler beaucoup d'encre et parfois on a un peu raconté pas mal de bêtises sur les réseaux sociaux. La réforme de la saisie sur salaire entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Depuis juillet, donc, on a entendu toutes sortes de choses, tout et n'importe quoi. Saisie automatique, disparition du juge, blocage des salaires, beaucoup de fake news circule pour rétablir la vérité. Nous recevons Maître Sylvain Olagnon, il est commissaire de justice et secrétaire général du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Bonjour Sylvain Olagnon et merci d'être avec nous. Bonjour Marc Ezrati. Alors pour commencer, mon cher Sylvain, pouvez-vous nous rappeler simplement ce qu'est cette saisie sur salaire ? Alors Marc, une saisie sur salaire, ça fait partie de toutes les procédures et voies d'exécution qu'un créancier dispose, dont un créancier dispose pour parvenir au recouvrement de sa créance. Quand il a un débiteur qui lui doit de l'argent, que ce soit un loyer, bon là aujourd'hui on parle de loyer, mais que ça peut être tout et n'importe quoi, des reconnaissances de dette par exemple. Quand vous avez une créance et que vous devez recouvrer, soit le débiteur s'exécute spontanément avant ou après un jugement, soit s'il ne le souhaite pas ou il ne peut pas, on va voir un commissaire de justice pour faire exécuter et recouvrer sa créance. Là on parle de locataire parce qu'on a beaucoup parlé cet été, ça peut être aussi un copropriétaire par rapport à un syndic. Exactement. Alors, depuis le 1er juillet 2025, une réforme importante est entrée en vigueur. Quel est l'esprit de cette réforme et pourquoi a-t-elle été mise en place ? Alors en fait, la saisie des rémunérations, donc je vous l'ai dit, c'est une des procédures. C'est une procédure qui est très simple à mettre en œuvre normalement, mais contrairement à toutes les autres procédures, il existe la procédure de saisie-vente pour saisir le mobilier, la saisie attribution de compte bancaire, la saisie appréhension des véhicules, et il y avait la saisie des rémunérations. Alors on parle de saisie des rémunérations au sens large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les salaires, les pensions de retraite, les indemnités journalières de sécurité sociale pour les congés maladie ou maternité par exemple sont saisissables également. Oui, d'accord. Il n'y a que le RSA qui ne l'est pas. La saisie des rémunérations avant nécessitait déjà d'avoir un titre exécutoire. Un juge avait condamné une personne à payer, ça c'était le préalable requis pour toutes les saisies. Mais il fallait, en saisie des rémunérations, c'était là la spécificité, retourner une deuxième fois devant le juge pour aller en audience de conciliation, trouver un accord avec le créancier, et si on ne trouvait pas d'accord, c'est là que le juge ordonnait la saisie sur salaire. Cette procédure cette double obligation de passer devant le tribunal rallongeait un peu les procédures parce qu'en fonction des départements, des régions, vous mettiez 1 mois, 2 mois, et parfois 6 mois, 9 mois pour avoir une date d'audience de conciliation. Et parfois, il y avait une certaine inertie et un résultat qui était très aléatoire parce que si, entre-temps, le débiteur avait changé d'employeur, avait démissionné, était tombé au chômage, etc., il fallait relancer la procédure. La réforme du 1er juillet, elle a de ça de formidable, c'est qu'en fait, le créancier n'aura plus qu'un seul interlocuteur, son commissaire de justice. Il lui remet le dossier et le commissaire de justice va centraliser la procédure. D'accord. Alors, beaucoup de gens pensent que désormais, un bailleur ou un créancier peut automatiquement saisir le salaire d'un débiteur dès le premier impayé. C'est vrai ou c'est totalement faux ? Alors c'est vrai et faux. En fait, toutes les fake news dont vous parliez tout à l'heure sont parties d'une certaine, comme toujours, d'une approximation. Un bailleur, il a un titre, il a un bail. Il a un contrat de location sous réserve qu'il soit écrit. C'est un titre qui lui permet d'engager des procédures. Alors, un bail écrit sous seing privé, on appelle ça, c'est-à-dire quand le bail est signé entre le propriétaire et le locataire, sans intervention de qui que ce soit, ou même avec une agence immobilière, par exemple, ça n'est pas un titre exécutoire. C'est un bail sous seing privé. Ça permet juste de prendre des mesures conservatoires. Des mesures conservatoires, c'est de bloquer le compte bancaire ou de bloquer le mobilier à titre préventif, mais ça ne permet pas de récupérer l'argent tout de suite. Il faudra qu'un juge condamne le locataire.
La saisie des rémunérations, elle ne peut être engagée qu'en vertu d'un titre exécutoire. Et le titre exécutoire, c'est là où il y a eu un amalgame, c'est que par exemple, le bail notarié est un titre exécutoire par nature, dès sa signature. Donc si vous avez fait rédiger votre bail par un notaire, c'est un titre exécutoire. Et donc dans ces cas-là, effectivement, le commissaire de justice pourra aller directement faire la procédure de saisie des rémunérations. Mais c'est le seul cas. Alors, avant la réforme, c'était le juge de l'exécution, qu'on appelle le GEX, qui intervenait systématiquement. Aujourd'hui, quel est le rôle du juge et celui du commissaire de justice ? Alors, en fait, on commence par aller voir le commissaire de justice. Le commissaire de justice va faire un commandement au débiteur en lui disant « Vous avez 1 mois pour régler ou trouver un accord avec moi et votre créancier. » Donc, le commissaire de justice, il ouvre une période de conciliation qui dure 1 mois. Et le débiteur de bonne foi, comme la plupart des débiteurs, la majorité, c'est généralement pas qu'ils ne veulent pas payer, c'est qu'ils ne peuvent pas payer, ou qu'ils ne peuvent pas payer la totalité tout de suite. Donc, ils vont devoir venir voir le commissaire de justice et dire, voilà, j'ai telle ressource, j'ai telle charge, je vous propose de pouvoir régler ma dette en 5, 6, 10 mensualités ou plus, et sous réserve que le créancier soit d'accord, et que ça soit conforme à ses vœux, il y a un protocole d'accord qui va être entériné, signé entre les parties. Si jamais le débiteur ne se manifeste pas, qui fait l'autruche, comme on dit, ou qui ne respecte pas le protocole, dans ces cas-là, le commissaire de justice va notifier la saisie des rémunérations à l'employeur, ou au tiers saisi, c'est-à-dire la caisse de retraite, par exemple. Alors, vous insistez sur un point fondamental, il faut toujours un titre exécutoire. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi est-ce qu'elle est une garantie essentielle ? Le titre exécutoire, c'est le titre qui permet de dire qu'une créance est liquide, certaine, exigible. C'est-à-dire qu'elle a été validée soit par un juge, soit que c'est consacré par un titre notarié, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le débiteur, on ne peut pas lui réclamer tout et n'importe quoi selon son bon vouloir en vertu d'un décompte. Donc le titre exécutoire, c'est la garantie que la dette est certaine. Et qu'elle est exigible. Donc ce titre exécutoire, c'est le préalable de toutes les procédures. Heureusement, c'est le garde-fou pour que tout ne soit pas réclamé à tort et à travers aux débiteurs. Alors, et du côté des débiteurs, est-ce que cette réforme, elle rend les choses plus dures pour eux ou au contraire plus lisibles ? Alors, à mon sens, c'est beaucoup plus lisible pour le débiteur parce avant il ne savait plus s'il devait payer chez le commissaire de justice, il était convoqué au tribunal, il devait prendre un avocat. Là au moins il a un interlocuteur unique, c'est le commissaire de justice. Soit il fait une proposition de règlement et tout le monde est content, il y a un protocole d'accord qui est signé, soit il ne le fait pas ou il ne peut pas le faire, ou il ne vient pas ou il ne répond pas. Dans ces cas-là, ça sera saisi et son employeur ou le tiers saisi versera directement les fonds au commissaire de justice répartiteur. Il faut savoir qu'il y a le commissaire de justice qui prend l'initiative de la procédure parce qu'il représente son créancier, mais il y aura un commissaire de justice qui est neutre, qui ne fait pas partie, qui va être qui va faire l'administratif, ce que faisait le greffe des saisies des rémunérations avant, et qui va encaisser les fonds et les répartir, parce que un débiteur peut avoir plusieurs créanciers. Si vous avez 3 créanciers, une banque, un employeur et un organisme de crédit, par exemple, il faut faire une répartition qui va se faire au marc-l'euro, on appelle ça, c'est-à-dire au prorata des créances. Si la quotité saisissable est de 300 € par mois, le commissaire de justice répartiteur va répartir ça pour que toutes les dettes baissent de manière symétrique et proportionnelle. Alors, on a aussi entendu que tous les salaires saisis allaient être immédiatement versés aux créanciers. Là encore, est-ce vrai ou faux ? Alors c'est 2 fois faux, c'est fois double titre, c'est-à-dire tout le salaire ne sera pas saisi. Il y a ce qu'on appelle des quotités saisissables. Il faut toujours laisser au minimum l'équivalent du RSA pour un couple, etc. sur le salaire. Et la quotité saisissable, elle est plus que proportionnelle. C'est-à-dire plus vous gagnez, plus cette quotité saisissable va être importante, forcément, puisque le reste à vivre devra être... Le registre national des saisies de rémunération a été créé. À quoi il sert ?
Alors, il sert à éviter les doublons et les. Alors, il a été créé par le législateur. D'accord. Il est confié à la Chambre nationale des commissaires de justice, notre instance ordinale, de le tenir, de le mettre à jour. Et en fait, il recense toutes les saisies des rémunérations qui vont être engagées en France. Ça évitera qu'il y ait des problèmes de doublons, d'homonymie, et chaque personne qui a une saisie sera répertoriée. N'auront accès à ce registre pour des raisons évidentes de RGPD, de CNIL, que des commissaires de justice titulaires d'un titre exécutoire chargé d'une mission de service public de recouvrer. Voilà. Donc, tout le monde n'a pas accès à ce suivi. Ni un particulier. Non, et même accès, moi, si je commence un dossier, tant que je n'ai pas encore de titre exécutoire, je n'y ai pas accès. Vous n'avez pas accès. Concrètement, que doit faire un employeur, le fameux tiers saisie, quand il reçoit un acte de saisie ? Alors déjà, il doit se renseigner. Déjà, tout va lui être expliqué de manière très pédagogique dans la notification de la saisie des rémunérations, dans le procès-verbal de saisie quand il va lui être notifié ou signifié. Il aura toutes les instructions. Et la Chambre nationale a mis en ligne sur le site commissaire-justice.fr et vous l'aurez peut-être sous le podcast et sur le site de Radio JIMO, les liens vers ces mémentos, à la fois pour le créancier, le débiteur et également pour le tiers saisie, toutes les démarches à faire, il est pris en main, on lui explique et on lui donne le barème des saisies des rémunérations à opérer. Et si un salarié quitte l'entreprise, tombe malade ou voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que doit faire l'employeur ? Alors, il doit toujours signaler au commissaire de justice répartiteur tous les changements intervenus. Si le salaire change parce qu'il y a une prime de versée exceptionnellement, il peut se rapprocher du commissaire de justice répartiteur pour avoir les instructions. Si le salarié démissionne, est en maladie, que c'est désormais la CPAM qui prend en charge l'équivalent des indemnités journalières, l'équivalent du salaire, eh bien dans ces cas-là, il devra le notifier au commissaire de justice répartiteur pour que la procédure soit poursuivie vers le nouvel organisme ou le nouvel employeur. Deux petites questions encore. Est-ce que les règles de calcul des quotités saisissables, la part du salaire qui doit être retenue, changent avec cette réforme ? Non. Le barème n'a pas du tout évolué. Il est toujours le même. On prend le net après déduction du prélèvement à la source comme base de calcul. Et le barème qui est sur le site servicepublic.fr. Vous avez un barème automatique. Vous rentrez le montant et il varie en fonction du nombre de personnes. Du nombre de personnes à charge. Est-ce que le débiteur peut toujours contester une saisie et si oui, dans quelles conditions ? Oui, bien sûr, c'est la règle de base. Que ce soit la procédure de saisie des rémunérations ou n'importe quelle procédure, il y a toujours la possibilité d'avoir accès au juge de l'exécution, qui est le juge spécialisé dans les contestations. Il va recevoir les contestations et c'est lui qui tranchera sur la poursuite ou non de la procédure. Dernière question très concrète. Quel conseil pratique vous donneriez à un créancier ou à un débiteur ou à un employeur ? Tiens, 3 conseils simples pour ces 3 c'est le même. C'est le même conseil. C'est déjà de se renseigner, d'aller sur le site commissaire-justice.fr de la Chambre nationale. Je le redis, il y a des très bien fait ce site, très pédagogique. Oui, il a été revu il y a 2 ans et là il est alimenté en permanence, mis à jour. Et là il y a 3 mémentos. Il y a le mémento du créancier, le mémento du débiteur, le mémento de l'employeur du tiers saisi, avec toutes les instructions, tout ce qu'il faut faire pour être. Le site web des commissaires de justice, vous pouvez le rappeler peut-être ? Alors www.commissaire-justice.fr, tout simplement. Commissaire au pluriel. Au singulier. C'est la profession. justice.fr. Merci beaucoup Sylvain Aulagnon. Merci Marc. Pour toutes ces explications très claires et pratiques. C'est important de rétablir la vérité face aux rumeurs et aux approximations qui circulent depuis le 1er juillet dernier. On passe à notre nouvelle rubrique, le choix du club. Et on rappelle que dans le choix du club, ce sont les membres du Club IMO qui choisissent l'info qu'ils souhaitent mettre en lumière. Et aujourd'hui, nous avons on va revenir sur une histoire qui a fait beaucoup réagir cet été, qui a été révélée par nos confrères de Midi Libre et du Figaro. C'est l'histoire d'un squat. Alors, mon cher Sylvain Aulagnon, vous pourrez aussi intervenir si vous le souhaitez. C'est l'histoire d'un squat, mais pas n'importe lequel. C'est une jeune femme qui a forcé le volet d'une maison
pour s'y installer avec sa fille. Le problème, c'est que la maison n'appartenait pas à n'importe qui, mais à un magistrat nîmois. Ce dernier n'a pas perdu de temps, connaissant parfaitement la procédure et la marche à suivre. Il a immédiatement lancé une procédure judiciaire. Résultat, la squatteuse a été condamnée à 6 mois de prison avec un sursis probatoire très long et une interdiction de paraître sur les lieux. Pour en parler, Emmanuel Fusillé, syndic de copro, président d'Administra Paris, et Olivier Dussolier, notre ami de la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers, surtout fin connaisseur de tous ces sujets. Et puis Sylvain Olagnon, commissaire de justice, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Alors cette affaire, elle a fait le buzz parce que le propriétaire était un magistrat. Mais si ça avait été monsieur ou madame tout le monde, est-ce que la réaction des autorités aurait été la même, mon cher Olivier? À vous de commencer de donner votre avis. La réaction n'aurait pas du tout été la même. Le particulier, il est démuni, donc il est sur les procédures. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de règlements à la hockey chorale, où en ce moment, on voit beaucoup d'attitudes de squatteurs où les propriétaires arrivent et envoient les squatteurs à l'hôpital, ou des bailleurs détruisent un mur même de leur propre maison pour les rendre inaccessibles, et puis que les squatteurs partent. On a beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, on va plutôt, il y a un tel laxisme de la justice qu'on va plutôt sur un règlement de compte perso. Et on l'a vu la semaine dernière sur les fameux tuffers là, dans les Corbières, où les propriétaires des terrains sont venus avec des battes de baseball pour d'eux-mêmes renvoyer les fameux fêtards. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Fusillé? Qu'il y a une justice à 2 vitesses. Et puis, pour reprendre ce que disait Olivier, en fait, finalement, le propriétaire qui se fait justice soi-même et qui sort le locataire en lisant vos posts cet été se fait condamner. Bien sûr. Là, je suis quand même très étonné de la rapidité de la procédure. Et finalement, ce haut fonctionnaire n'a-t-il pas usé de sa position pour accélérer les procédures ? Donc, est-il véritablement conforme à son code de déontologie ? On pourrait aussi saisir, mais personne ne le fera, bien sûr, le Conseil de l'ordre de la magistrature pour voir si finalement il n'a pas eu des passe-droits eu égard à son rang. On entend, Sylvain, on entend souvent ces gens qui disent oui, mais voilà, lui il est magistrat, il est policier, commissaire de justice, pourquoi pas, donc il connaît bien la loi, et moi je suis monsieur tout le monde, ça va prendre des mois et des mois, c'est pas normal. Je peux vous garantir en tout cas, alors je suis pas magistrat, moi je suis commissaire de justice, très humblement, je peux vous dire qu'on n'a pas de passe-droit et qu'on n'est pas forcément mieux traité que les autres. J'ai eu moi des collaborateurs ou moi-même été agressé à l'étude, on n'a pas eu une sanction exemplaire, mon associé a été mis en joue avec un fusil, on n'a pas eu une sanction exemplaire du prévenu lors de l'audience. Peu importe, je connais pas le dossier particulièrement de cette magistrate, je connais pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait une condamnation pénale, alors que normalement le squat ne relève d'une procédure civile. Donc là, je pense qu'on est allé sur le terrain de la violation de domicile pour qu'il y ait une sanction rapide et certainement comparution immédiate de cette personne. Il y a eu une comparution immédiate. Alors, je pense il y a eu un sursis probatoire qui était assez long, parce que je crois qu'il est 2 ans. Exactement, mais je ne connais pas le fond du dossier, je ne connais pas le profil aussi de la personne qui a été mise en cause, qui était certainement pas à son coup d'essai pour le squatteur ou la squatteuse. Je ne connais pas non plus. La presse locale parle d'une personne vulnérable. D'accord. Et qui avait déjà peut-être été connu des services de police, comme on dit. Bon. Alors, je pense qu'effectivement, il y a aussi peut-être un devoir d'exemplarité. Ça montre aussi que la justice peut être rapide. Donc, autant sortir quelque chose de positif de cette histoire, se dire, il y a un précédent où les choses peuvent être... Alors, sachez que la procédure de squat, qu'il ne faut pas confondre avec la procédure d'expulsion pour loyer impayé, c'est 2 choses différentes. Le squatter, c'est vraiment la personne qui est entrée dans les lieux par voie de fait, sans autorisation, sans titre, sans bail, sans quoi que ce soit. C'est pas le locataire qui ne paye pas son loyer. Le squatter, c'est vraiment un intrus. Donc, il y a une procédure accélérée qui est pilotée par la sous-préfecture ou la préfecture, et allez voir le commissaire de justice parce qu'il pourra l'initier et conseiller le propriétaire. Olivier Dussolier. Oui. Est-ce que cette affaire, elle pose pas une question de fond là Est-ce qu'il faudrait changer
dans la loi ou dans son application, qu'est-ce qu'il faudrait changer là-dedans pour protéger réellement les propriétaires sans tomber dans la caricature finalement de l'impuissance ou de l'impuissance tout simplement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être déjà les 48 heures, c'est un peu juste pour se déclarer, pour se retourner. Je pense aussi que il devrait y avoir une loi qui donne une date maximum d'expulsion, pas au calendrier grec, parce que c'est à peu près 3 ans en moyenne. Je veux dire, ça devrait être 6 mois après le début de la procédure maximum. Faudrait encadrer à un moment. Le squat, ça a fait quand même beaucoup parler cet été. On a eu pas mal d'affaires, y compris dans les locations saisonnières, ou avec un autre débat juridique là-dessus qui est venu se greffer sur le fait que les squatteurs avaient les clés finalement. Tout à fait, mais là on prend par exemple sur l'histoire du magistrat. C'est une femme qui est délicate, qui a une situation délicate, un peu handicapée. 39 ans, un peu handicapée. Voilà, exactement. Avec sa fille. Mais au même moment, à Nantes, ça fait 3 ans qu'une retraitée a un squat de sa maison. 2 ans. 2 ans, avec un couple avec un enfant vulnérable. Elle a même plus payé ses charges, sa taxe foncière. Et là, la justice, il n'y en a pas. Si on n'a pas le réseau comme le magistrat de la Côte d'Azur, parce qu'il y a magistrat, procureur, tout ça, c'est un réseau. Voilà, il a utilisé son réseau, il a raison, puisqu'il est bien placé. Mais si la vieille retraitée à Nantes, elle n'a pas de réseau, elle peut attendre. Emmanuel Fusilier, votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ce qui me frappe dans ce pays depuis très très longtemps, c'est que la justice administrative est très rapide. Vous grillez un feu rouge, vous perdez vos 4 points. Vous perdez vos 4 points tout de suite. Vous essayez de sortir votre squatter. Vous mettez aujourd'hui entre 6 et 9 mois si vous y arrivez très très bien, puisqu'on a quand même réformé un certain nombre de choses. Il y a eu quand même pas mal de Mais réformes. il y a une justice civile qui est beaucoup trop lente. Et puis, on veut faire en fait du traitement social, donc du coup, on rajoute les procédures, Maître Léon pourrait on rajoute les délais, 2 mois après les commandes payées, 2 mois après aussi. Et puis, on a aussi je vous rappelle qu'on désquatte avec la force publique, et on a des préfets qui sont aux ordres de la République. Si le préfet n'a pas envie de donner la force publique, vous ne pouvez pas désquatter. Olivier Dussolier. Alors là, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Alors, c'est vrai qu'après, il y a aussi tous les facteurs aussi qui peuvent être... suivant la tendance aussi municipale, suivant aussi le jugement qu'on apporte, sont-ils vulnérables? Il y a tous ces facteurs-là ne devraient pas rentrer en compte. Une propriété privée, c'est une propriété privée. C'est pas aux propriétaires de juger que comme ils sont vulnérables, on peut pas les reloger, etc. Ce n'est pas son souci. C'est à l'État d'assumer ce type de reclassement, de relogement. C'est pas aux propriétaires privés d'assumer les défaillances de l'État. En tout cas, on en reparlera, je pense, régulièrement cette année, dans ces histoires de squat, et puis d'histoires un peu bizarres comme ça, d'expulsion un peu sauvage. On a eu le cas, on n'en a pas parlé dans cette émission, mais j'ai eu le cas récemment d'un policier qui fait de lui-même avec ses collègues, 15 de ses collègues, qui a récupéré son logement comme ça très rapidement. Donc on en parlera plus tard. Merci à nos invités d'avoir éclairé nos auditeurs sur cette histoire. Écoutez, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on va parler d'un marché méconnu, celui des maisons du crime. Toutes ces maisons ou ces appartements qui ont été le théâtre de drames et qu'on va retrouver sur le marché souvent à des prix cassés. D'ici là, je vous retrouve demain à 16h05. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.